Messieurs, bonjour, nous sommes le dimanche 16 février 2025, bienvenue au D12 de Pyramide FM. Nous sommes en pleine grande saison sèche et il y a de ces mots qui font de cette saison une saison bien particulière. Chaleur bien sûr, mais aussi forte température et depuis quelques années délestage et sueur froide. Cette semaine, l'amour s'est glissé parmi ces mots puisque les hommes et les femmes qui ont du cœur l'ont rouvert un peu plus encore à l'occasion de la Saint-Valentin. La fête a-t-elle été belle? Les amoureux ont-ils pu se faire des cadeaux? Ce vendredi-là, la CET a apporté sa modeste contribution pour réchauffer les cœurs en quête de chaleur. Elle a de nouveau coupé, puis elle a redonné. La compagnie Énergie électrique du Togo a parfois les mains lourdes, minuit jusqu'au petit matin pour les programmes de nuit ou encore une bonne partie de la journée pour ceux qui ont du mal à dormir la nuit. La compagnie avait prévenu, elle est passée à l'acte, un acte qui témoigne du retard du pays en matière d'indépendance énergétique. 60 ans après les indépendances, comme plusieurs pays africains, le Togo affiche ses malheurs. Ces malheurs sont-elles nés de la conférence de Berlin de 1884 et du partage du continent? En Allemagne, Robert Doucet dénonçait justement ce pan de l'histoire. La conférence de Berlin est le partage de l'Afrique sans l'Afrique. Le ministre togolais des Affaires étrangères, devenu maître dans l'art des formules choc, toutes visent à dénoncer le paternalisme des grandes puissances et un appel à l'émancipation des peuples noirs. Presque partout sur le continent, un vent de renouveau souffle sur les discours. Les peuples attendent que les paroles puissent passer à l'acte. À l'occasion de la célébration cette semaine de la Journée mondiale de la radio, le média le plus populaire en Afrique, les Africains se sont encore demandé si le continent n'est pas juste malade de ses dirigeants. Au Togo, les dirigeants ont permis la libéralisation des ondes, plus d'une centaine de radios, mais quelle radio dans l'ensemble et quel soutien pour construire des médias véritablement forts et indépendants? En démocratie, la liberté et l'indépendance sont des valeurs cardinales. Ces valeurs vont probablement guider les premiers pas de la Togolaise Angela Akeriburu à la tête de la Société de radio et télévision du Bénin. Comment le Togo a-t-il pu laisser partir un tel talent? C'est la seule et même question qui est répétée depuis mercredi et les sages de ressortir cette sagesse. Nul n'est prophète dans son propre pays. En attendant que la prophétie d'une société de radio et télévision du Togo ne s'accomplisse, le pays vient d'élire des sénateurs. Pour la première fois, ces élections sénatoriales vont permettre à des hommes et à des femmes de donner corps à la seconde chambre du Parlement togolais. Ces élections qui ont provoqué des critiques d'une partie de l'opposition ont également réussi à créer de la division au sein de certaines formations politiques. Comment gère-t-on la crise de la participation au sénatorial? À la faveur de sa rentrée politique, l'Alliance nationale pour le changement a accepté de répondre à nos questions. Ce sera à travers la vice-présidente du parti, Maître Isabelle Meganvi, également première adjointe au maire de la commune Golfe 4. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Freitas. Maître Isabelle Meganvi, bonjour. Bonjour, monsieur Atioubi, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Je vais bien par la grâce de Dieu. On va commencer par évoquer un sujet qui est lié aux femmes, puisque on sait que dans quelques semaines, ce sera le 8 mars, et les femmes vont sans doute se mettre de nouveau à l'honneur. Mais on sait aussi que quand on parle de femmes et en politique, surtout dans ce studio, il y a très peu de femmes qui viennent ici. Comment vivez-vous cette situation? Il y a très peu de femmes en politique, ou globalement, surtout du côté de l'opposition. D'abord, vous me permettrez de saisir cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux, puisque c'est vrai, nous sommes en février, mais c'est la première fois que je viens dans vos studios en cette nouvelle année 2025, et donc présenter mes meilleurs vœux à tout le personnel de la radio, à tous les journalistes et également à tout le peuple togolais. Et pour répondre à votre question, notre pays, le Togo, en la matière est assez, on va dire, paradoxal. Paradoxal parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Moi, je trouve qu'il y a énormément de femmes en politique, mais les leaders, et je l'ai toujours dit, les leaders se retrouvent du côté du pouvoir, paradoxalement. Et dans l'opposition, très peu. Je ne sais pas si c'est pas la peur. Je ne sais pas si c'est parce que c'est déconseillé par celles parmi ces femmes-là qui sont mariées par leur mari, qui ne
veulent pas se mêler de la politique togolaise parce que, dit-on, il y a trop de risques à assumer, à prendre lorsque on embrasse la politique au Togo. Les femmes sont engagées, en tout cas au niveau de l'opposition. Peut-être on ne les voit pas parce que c'est de bonnes femmes au niveau de l'opposition qui ont accepté de se sacrifier, de lutter pour le meilleur devenir de leurs enfants, de leurs maris, de leurs frères, puisque c'est elles d'abord qui donnent la vie et c'est elles qui sont la plupart du temps au combat et qui supportent la misère et le mal-être dans le pays. Donc, c'est pas que les femmes ne sont pas en politique. Au Togo, il y a beaucoup de femmes en politique, mais parmi ces femmes-là, les leaders préfèrent être du côté du pouvoir. On a constaté quand même qu'une bonne partie des femmes responsables sont du côté du pouvoir, justement. Est-ce que, par exemple, il vous arrive de regretter de n'avoir pas opté être du côté du pouvoir? Ah non, vous savez, l'engagement dans la politique est un engagement personnel, hein, on ne peut pas vous obliger à vous engager en politique. Et donc, mon engagement en politique a été personnel. Et donc, personne ne m'a obligé à m'engager du côté de l'opposition. Hein. Moi, j'ai vu les choses en place et lorsque, dans notre pays, en 90, le vent de la démocratie a soufflé et qu'il fallait s'engager pour faire quelque chose, moi, mon choix a été clair, libre et donc et conséquente. Et donc, je me suis engagé aux côtés de l'opposition, justement, parce que j'avais choisi de lutter contre un régime et j'avais choisi de me battre pour plus de liberté dans le pays. Et donc, mon choix, il n'était pas compliqué, hein, il était très simple. Et voilà pourquoi moi... Bien que vous soyez de l'opposition, quand vous regardez un certain nombre de femmes gravir les échelons, notamment du côté du pouvoir, on a eu récemment une femme présidente de l'Assemblée nationale, on a une femme Premier ministre, et puis plusieurs femmes qui sont ministres. Est-ce qu'il vous arrive de dire bravo, quand même que c'est des femmes qui sont mises en avant dans votre pays? Non, moi je me pose la question de savoir si ces femmes sont mises en avant parce qu'elles le méritent, ou bien si elles sont mises en avant parce qu'elles militent et qu'elles prêtent main forte à un pouvoir. C'est la grande question que je me pose. Parce que vous savez, je suis une femme et j'ai toujours choqué certains quand je dis que moi je suis contre la parité et contre le quota. La parité et le quota, j'ai toujours été contre. Pourquoi? Parce que j'estime que prôner la parité, prôner le quota, c'est encore rendre les femmes plus vulnérables. Et comme moi, je me positionne au niveau de la compétence de chaque être humain, qu'il soit femme ou homme, je me dis que on vous mettra à la place, pas parce que vous êtes une femme, mais parce que vous méritez d'être à cette place-là. Vous avez la compétence pour ce faire. Donc, bon, une femme a été présidente de l'Assemblée nationale, Premier ministre, ministre et autres, dans le pouvoir, hein, dans la sphère politique togolaise, je n'en vis pas beaucoup. C'est un régime que je suis en train de combattre et c'est un régime dans lequel militent ces femmes-là. Et donc, je combats le régime tout autant que ceux qui l'incarnent. Donc, cela veut dire que celles qui l'incarnent. Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a même pas de sujet qui touche uniquement les femmes, sur lesquels éventuellement des femmes du pouvoir et de l'opposition peuvent se retrouver. Des questions qui sont des questions de femmes, notamment par exemple leur autonomisation. Bon, l'autonomisation, ça dépend de comment on l'a fait, hein, comment on la vend. Vous savez, il s'agit, c'est pour ça que bon, les fêtes du 8 mars, hein, Journée internationale des droits de la femme, sont célébrées. Bon, j'y participe, hein, des fois lorsque les sujets qui sont évoqués, les débats qui sont faits m'intéressent, j'y participe, mais j'y participe avec beaucoup de réserve, parce que la plupart du temps, je me dis que ce n'est pas la manière dont elle est célébrée, que cette fête-là est célébrée, qui va permettre à ce que la situation des femmes soit rendue
beaucoup plus propice, beaucoup plus avantageuse pour elles et autres. Je me dis que c'est beaucoup de saupoudrage, beaucoup de flonflon qui, en réalité, dans la réalité, ne sert pas à grand-chose. Le 8 mars, c'est la dernière question sur les femmes. Et on constate de plus en plus dans nos pays que c'est devenu une fête. Et il y a déjà des campagnes qui sont en train d'être réalisées et pour mettre en avant la femme le 8 mars. Il y a eu une confusion terrible autour de la célébration de cette fête. Quelle est votre position? Quel conseil éventuellement donnez-vous aux femmes qui, le 8 mars, se pavanent en réalité, la plupart en tenue du 8 mars, campagne à l'effigie des femmes? Vous savez, c'est les artifices dont je parle, le flonflon dont je parle, et le fait même de qualifier ces célébrations-là de fête pose déjà un problème. Parce que il s'agit, lorsque vous apprenez l'histoire de cette célébration-là, vous vous rendez compte que c'était une lutte de femmes pour réclamer des droits. Et donc, une lutte, moi je ne crois pas que ça se fête. En réalité, bon, c'est devenu une coutume dans les pays, par exemple de l'Afrique centrale. Bon, on en fait beaucoup plus qu'on en fait au Togo, mais n'empêche que l'épidémie aussi a gagné le Togo de telle manière que, bon, des femmes, bon, ça permet à des revendeuses de paille de se faire un peu de sous le 8 mars, puisque ces pailles-là sont vendues et achetées. Acheté à tour de bras par des femmes, l'un dans l'autre. Il s'agit de replacer cette célébration-là dans son véritable contexte et d'expliquer aux femmes que, en réalité, ce n'est pas une fête en tant que telle, mais c'est la célébration et le rappel aux femmes que pour avoir leurs droits, pour revendiquer leurs droits, il faut lutter. Et certaines les ont dévancées, ont lutté pour conquérir ces droits-là, mais la lutte n'est pas terminée, elle continue de plus belle, et qu'au lieu de passer le temps à boire, à manger, à s'habiller, à danser, à célébrer une fête, il vaut mieux, toute proportion gardée, comprendre que c'est une lutte qu'il faut mener pour que les femmes soient beaucoup plus indépendantes et que en réalité on ne soit pas obligé de parler de quotas et de parité pour ce qui concerne leur situation ou leur place dans la société, et que cette place-là dédiée aux femmes soit des places qui leur sont dédiées par le mérite qu'elles ont, par la compétence qu'elles acquièrent d'elles-mêmes pour pouvoir occuper ces places-là. Bien, merci, Madame Maître Isabelle Amegavi. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'ANC et nous sommes au lendemain des premières élections sénatoriales au Togo. Je viens de lire que les résultats de ces élections, c'est la CENI qui informe que les résultats seront proclamés, les résultats provisoires bien sûr seront proclamés aujourd'hui à partir de 14. Je sais que votre parti n'est pas candidat aux élections sénatoriales qui viennent d'avoir lieu ce samedi. Que dites-vous ce dimanche au lendemain de ces élections où on attend les résultats officiels? Bon, je dirais que c'est un peu l'habitude que nous avons au Togo depuis un certain moment à faire des choses qui n'influent ou qui ne font pas avancer le pays, qui ne nous donnent rien. C'est-à-dire que nous sommes un pays de 56 000 km², à peu près 6 millions, voire 7 millions d'habitants. Un pays, un État unitaire qui a du mal à asseoir les institutions de base. Les institutions, quand je parle des institutions de base, c'est le gouvernement, l'Assemblée nationale, à mettre en place les institutions comme les mairies et autres. Première fois depuis 30 et quelques années qu'en 2019, il a été organisé des élections locales. Et ne voilà pas que dans un pays
comme cela, qui a beaucoup de problèmes économiques, beaucoup de problèmes sociaux, beaucoup de problèmes culturels, des problèmes dans tous les domaines, ne voilà pas que on décide un jour de mettre en place un Sénat qui, à notre avis, ne servira à rien du tout, puisque les institutions de base dont j'ai parlé tout à l'heure ne sont pas ancrées, ne sont pas des institutions républicaines comme c'est dans d'autres pays que nous connaissons et qui font la pratique de la démocratie. Et la deuxième chose, c'est que nous avons tellement de problèmes dans ce pays que ça me fait, moi, mal au cœur que nous ne puissions pas régler ces problèmes-là, qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, des problèmes socio-économiques, culturels, tout ce que vous voulez, par rapport à la santé, à l'éducation et tout le reste, qui rend le vivre ensemble possible et facile pour nos populations, mais que nous soyons obligés de mettre en place, aux côtés d'institutions que nous n'avons pas encore réussi à véritablement ancrer dans leurs compétences, que nous créions encore des institutions qui n'ont pour essentiel que d'être budgétivores et qui, à la limite, ne servent à rien du tout. L'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui est là. Moi, je ne pense pas que ça soit une Assemblée nationale qui joue son plein rôle. Parce que si cette Assemblée-là jouait son propre rôle et son plein rôle qui lui était dévolu par la Constitution de notre pays, je ne crois pas que cette Assemblée-là aurait pu faire ce qu'elle avait fait en mettant notamment en place, en remaniant complètement la Constitution de la République, en violation des textes qu'elle s'est donnés elle-même de la Constitution de notre pays, puisque ces textes-là sont passés par l'Assemblée nationale pour être révisés. Mais que cette Assemblée-là ait pu faire ce coup de force, parce qu'il faut l'appeler comme ça, ce coup de force constitutionnel, en mettant en place, en violation flagrante de la Constitution, une 5e République dont nous avons du mal à gérer les pourtours, les contours et le contenu. Et donc, le Sénat, d'autres pays l'ont pratiqué. Vous savez, j'étais à l'Assemblée nationale en 2007 pour ensuite avoir été renvoyé en 2010. Je suis revenu à l'Assemblée nationale. J'ai fait pratiquement 2 mandats ou bien 1 mandat et demi à l'Assemblée nationale. Et dans la première législature où j'étais à l'Assemblée nationale en 2007 et autres, je me rappelle à l'époque que c'est M. Macky Sall qui était le président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Il était le président donc de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans des conférences de cette institution interparlementaire et autres. Et à l'époque, le Sénat existait au Sénégal, qui était un État unitaire, pas un État fédéral, un État unitaire comme le Togo. Et je me rappelle que lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir, l'une des premières décisions qu'il a fait prendre, c'est de supprimer le Sénat. Et aujourd'hui, je naviguais un peu sur les réseaux sociaux et j'ai découvert, véritablement par hasard, ce que Macky Sall avait dit à l'époque lorsqu'il a décidé de faire supprimer le Sénat au Sénégal. Il a dit, j'ai supprimé le Sénat pour construire une centrale solaire qui a coûté 27 milliards. Mon pays a plus besoin d'énergie que de sénateurs qui sont payés à ne rien faire. Voilà ce qu'il a dit et ce qui a justifié la suppression du Sénat. Et moi, je suis d'avis avec Macky Sall, quand bien même je ne suis pas d'accord avec lui, peut-être sur le plan politique, mais sur cette suppression du Sénat au Sénégal, je suis tout à fait pleinement d'accord avec lui. Le Togo, 56 000 km², 8 millions d'habitants et tout ça, a-t-il besoin de Sénat? Pourquoi faire? Oui, mais ça, c'est pourquoi faire. Oui, c'est un débat qui continue. Mais là, par exemple, il est certain que dans les prochaines, puisqu'on annonce les résultats des élections de samedi,
pour 14 heures. Dans les prochaines heures, on aura des sénateurs. Et cela veut dire tout simplement que les discours que vous tenez, quand vous évoquez même l'aspect budgétivore du Sénat, cela va s'imposer à tous les Togolais, le Sénat. Oui, non, mais ça va s'imposer à tous les Togolais, comme d'habitude, hein, où tout est imposé aux Togolais. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre que bah, c'est une maison de retraite pour, voilà, pour sénateurs qui ont servi un régime qui veut aujourd'hui, dans leur retraite, pour fond, les remercier. C'est tout ce que on attend donc les résultats. On attend donc les résultats officiels, mais de façon officieuse, il se dit beaucoup de choses. Par exemple, concernant votre ancien, oui, en fait, un ancien cadre du parti ANC, Robert Olimpio, qui serait élu selon certaines sources. Est-ce que s'il venait à être élu, est-ce que vous le féliciterez ou pas? Le féliciter, pourquoi faire? Puisque lui-même, il ne s'attend pas, je suis sûr, parce que connaissant l'ANC, d'où il vient de sortir, connaissant l'ANC, je ne crois pas qu'il s'attend à des félicitations de l'ANC, et qui de toute façon, aucun militant de l'ANC ne félicitera, puisque pour nous, c'est un comment je vais qualifier ça? Je ne vais pas dire crime, parce que, bon, il a choisi librement de faire ce qu'il est en train de faire, mais je dis, pour nous, c'est un scandale que un membre de l'ANC, un ancien membre de l'ANC, ou bien un militant de l'opposition, un responsable de l'opposition, qui dit vouloir lutter pour le pays et qui accepte de se faire élire par les voix du parti qu'il a passé sa vie à combattre. Je dis pour nous, c'est un scandale et pour des choses comme ça, nous ne félicitons pas. Vous parlez de scandale, mais madame, puisque de plus en plus d'acteurs de l'opposition sont tentés par des postes au niveau de l'administration ou tout simplement au niveau du pouvoir, et vous par exemple, est-ce que vous pouvez dire aux Togolais que ce qui vient de se passer là avec Robert Olimpio se passerait jamais avec vous par exemple? Jamais Isabelle Amegambi ne ferait ce que Robert Olimpio vient de faire. Vous savez, j'étais étudiante quand j'ai commencé cette lutte. Bon, je devais avoir quoi, la vingtaine d'années ou autre. Aujourd'hui, j'en ai 63. Comprenez? Et tout au long de ce combat, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été sollicité à plusieurs reprises et que je n'ai même pas demandé à réfléchir parce que je n'ai pas besoin de réfléchir pour donner la réponse et elle a toujours été négative. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque vous rentrez en politique par conviction, vous êtes différent de ceux qui rentrent en politique par nécessité ou qui rentrent en politique parce qu'ils attendent quelque chose de la politique. Moi, je ne suis pas rentré, je n'ai pas accepté de combattre ce régime-là parce que j'attends quelque chose du combat que je mène. Je combats ce régime parce que je n'aime pas l'injustice et que j'estime que ce Togo-là est notre bien commun et qu'il doit être le bénéfice de nous tous. Pas de certains qui le prennent en otage et qui prennent les autres, la grande majorité, pour des métayers ou des serviteurs à qui, de temps à autre, hein, on donne des remportés et tout ça, histoire de les faire taire ou de les calmer. Et donc, pour des gens qui acceptent de se battre par conviction, ces choses, ministres, sénateurs, je ne sais pas quoi d'autre et tout ça, ce n'est pas fait finalement le gain à ce que nous faisons. Nous nous battons pour que le Togo soit libre, le Togo soit démocratique et que le Togo soit un bien commun partageable et profitable à tous les Togolais sans distinction de race, de religion ou de quoi que ce soit. Et donc, je ne peux pas vous dire, puis je ne boirai jamais de votre eau, mais je peux vous garantir que n'ayant pas adhéré à cette lutte-là par
retour de l'ascenseur. Je n'attends aucun retour de l'ascenseur. Je peux vous affirmer que moi, ces choses-là ne me... Mais au-delà de votre cas personnel, est-ce que vous êtes quand même un peu inquiet pour l'ensemble de l'opposition, puisque de plus en plus d'acteurs sont tentés? Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, on était nous tous hein, à l'UFC. Hein, tout le monde a vu ce qui s'est passé. M. Chikris Olympio, qui était notre mentor à l'époque, fils de Sylvanus Olympio, le combattant, le créateur de la nation togolaise et autres, le fils de ce grand homme togolais qui était l'opposant radical. On l'a affubé de tous les noms et autres et tout ça. Eh bien, tout le monde a vu le revirement en 2010. À notre corps défendant, nous étions là et nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, je peux parler pour moi. Je peux parler pour peut-être certains d'entre nous avec qui nous avons commencé ce combat ensemble, mais je ne peux pas parler pour tout le monde. Il y a eu Chikris Olympio, il y a eu beaucoup d'autres personnes aussi. Récemment, il y a eu M. Robert Olympio, dont vous parlez, qui dit qu'il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme, c'est aller collaborer, ne plus être de l'opposition, comme on l'avait dit, et comme nous tous nous sommes mis ensemble en créant l'ANC sur la ligne que nous lui avons donnée de combattre un régime, qu'aujourd'hui, bon, il trouve que après avoir marché 4 années sans succès et autres, ben, il faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, c'est d'aller s'associer au régime en place et tout le reste, pour que le régime puisse vous faire élire sénateur avec les voix de ces grands électeurs et tout ça. Vous savez, chacun décide de son choix et doit l'assumer. Et j'espère que M. Robert Olympio décidera à assumer. Pour le moment, je ne le vois pas assumer son choix, mais j'espère que, comme il est élu sénateur et tout ça, et c'est ça le changement de son paradigme, j'espère qu'il assumera ce choix-là. Maintenant, il en prendra l'entière responsabilité. Mais je ne dis pas non plus que c'est fini hein, avec Robert Olympio. Nous sommes des hommes avec nos qualités et nos défauts, mais peut-être dans la SC, il y en a encore qui seront tentés. Bon, parce que la lutte a tout duré, les gens sont fatigués et autres. Est-ce que c'est leur droit d'être fatigués et tout ça? Moi, j'aurais dit, si c'était leur droit d'être fatigués, ils auraient dû ne même pas commencer cette lutte-là, parce que personne, en choisissant de commencer cette lutte, personne ne nous a dit qu'elle finira dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 25 ans ou 30 ans. Et donc, nous avons décidé de combattre, et comme l'ANC, notre homologue de l'Afrique du Sud, avec à sa tête Nelson Mandela, nous nous sommes lancés dans la lutte jusqu'à ce qu'elle aboutisse. C'est ça, moi, ma conviction. Et c'est ça, moi, mon échéance hein, dans ce combat. Mon échéance dans ce combat, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 30 ans. C'est jusqu'au bout, aller jusqu'au bout et atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés au début, lorsque nous nous sommes mis ensemble pour créer l'ANC et décider de nous battre pour plus de liberté. Vous parlez d'une lutte qui dure, justement, ça fait plus de 30 ans que le Togo est entré en processus démocratique avec les difficultés qu'on connaît. Au niveau de votre parti politique, vous avez donné un certain nombre de consignes, notamment pour ceux qui sont engagés dans l'organisation des élections sénatoriales, à prendre le distance. Je ne sais pas si vous avez des échos du respect ou non de ces directives. Non, mais de toute façon, nos membres ont respecté la directive, sauf que ce que nous avons constaté, c'est que malgré cette directive-là, la CENI a positionné encore des membres de l'ANC sur la liste. Et lorsque nous nous sommes renseignés vis-à-vis de ces membres-là, dont nous avons trouvé les noms sur les listes qui ont été publiées, il y a beaucoup d'entre eux qui ne savaient même pas. C'est nous qui les avons informés de ce qu'ils ont été inscrits sur
ces listes-là comme représentants des CELI ou, bon, je ne sais pas moi, dans les bureaux de vote et tout le reste. Ce qui nous a obligés à envoyer une lettre à la CENI pour attirer son attention sur le fait que nous ne sommes ni de loin ni de près liés à ce processus électoral-là et que le parti dit, puisque c'est le parti qui envoie ses représentants, ce n'est pas les représentants qui se cooptent eux-mêmes. Pour la formation de la CELI et de ces démembrements, de la CENI et de ces démembrements, c'est le parti qui envoie ses représentants. Et donc, la CENI ne peut pas se donner le droit de positionner des gens que le parti n'a pas envoyé sur le seul bénéfice de faire croire aux gens que c'était un processus électoral inclusif et autres et tout ça. L'ANC l'a déclaré très longtemps avant qu'elle ne participera pas à cette élection-là, ni pour déposer des candidatures, ni pour participer à l'organisation de ces élections-là. Et donc, la lettre de mise au point a été envoyée à la CENI, mais nos représentants qui ne sont pour rien se sont tous retirés. Bon, aujourd'hui, si la CENI a maintenu encore l'ANC ou bien des gens au titre de l'ANC là-dedans, ça ne peut être que des gens que la CENI a peut-être trouvé au sein du parti uni pour pouvoir jouer le rôle de ceux qui ne sont pas de l'ANC. Et ça, nous l'avons déjà vu au cours de processus électoraux antérieurs et tout ça, et ça ne nous étonne aucunement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que d'autres vont être prochainement exclus si éventuellement ils adoptent les mêmes attitudes que ceux qui n'ont pas respecté les directives de votre parti politique, notamment au niveau de la CENI, de ces démembrements ou éventuellement ceux qui globalement ne respecteraient pas? Vous savez, moi je suis toujours étonné lorsque les gens parlent de l'exclusion de membres de l'ANC comme si c'était comment dire, un tremblement de terre ou une désolation totale. Vous savez, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'ANC n'est pas une épicerie, c'est un parti politique. Et lorsque vous avez créé un parti politique, vous le créez sur la base de statuts et de règlements intérieurs. Et un parti politique ne peut pas se laisser livrer à la pagaille et à n'importe quoi. Et donc, lorsque des gens ne veulent pas respecter les consignes du parti, et vous savez, à l'ANC, les décisions se prennent démocratiquement. Vous savez, nous avons les différentes instances, le comité politique, le bureau national et tout ça, le congrès et les institutions donc, qui gèrent le parti entre deux congrès et autres. Lorsque les problèmes arrivent, nous les débattons au niveau de ces institutions-là avant de prendre les décisions ensemble. Les premiers responsables du parti au cours de ces discussions-là sont des fois mis en minorité. Hein. Et lorsqu'ils sont mis en minorité, eh c'est la majorité qui l'emporte. Et c'est comme ça que se prennent les directives et les lignes politiques du parti. Alors, lorsque vous avez fait ces exercices-là, au niveau de toutes ces institutions-là, et qu'il y a encore à votre sein des kidam qui ne veulent pas respecter les décisions qui sont prises de la manière dont je les ai évoquées tout à l'heure, vous n'êtes pas sérieux si vous êtes des responsables de ce parti-là, si vous ne les mettez pas dehors. Parce que c'est livrer le parti à l'anarchie et autres. Et donc, pour répondre à votre question, s'il y a encore des gens qui passent outre, qui ont passé outre les consignes du parti et qui se sont volontairement impliqués là-dedans, de toute façon, dès demain, lundi, nous avons bureau national et nos instances à l'intérieur du pays sont chargés, les bureaux fédéraux sont chargés de toutes les vérifications. Et s'il nous est rapporté la preuve de ce que, malgré les consignes du parti, les gens sont désolidarisés, ils seront exclus. Pas conformément à la volonté du président national, ni de Isabelle Amégan, vice-présidente, ni de qui que ce soit, hein, mais c'est conformément au règlement intérieur du parti et au statut du parti. Et bien évidemment, ils sont là. Nous-mêmes, nous avons l'habitude de changer
un chant patriotique, Milawelo, Milawea. Mille Vétian, Milawe, Mille Tontian, Milawe. Si nous sommes deux, nous le ferons. Nous sommes trois, nous le ferons. Mais nous le ferons dans la ligne du parti tel que nous l'avons tracé nous-mêmes et dans l'ordre, la discipline et le respect. Voilà ce que nous disons. À l'ANC, nous ne tolérerons pas l'indiscipline, la pagaille et l'anarchie. La situation que vous décrivez là et que vous vivez au niveau de l'ANC, la même situation ou presque se retrouve au niveau des FDR de Maître Dodi à Pevon. Quand on exclut par exemple, ou quand par exemple certains militants, on est obligé de les exclure, est-ce que dans le même temps, vous en recrutez d'autres? Bien sûr. La dernière fois, vous savez, nous avons fait notre entrée politique le samedi. En nous retrouvant pour la première fois au cours de cette année 2025 avec nos fédérations, les responsables de nos fédérations. Si vous avez vu, parce que le samedi, avant le samedi, la semaine, au cours de la semaine, nous avions eu des discussions sur les plateformes politiques qu'il y a sur l'exclusion et tout ça, où bon, les gens se glosaient bon, en disant ah oui, non, mais l'ANC se vide de ses membres, elle l'expulse, et ce n'est pas fini, et ça va se vider, l'ANC sera complètement enterrée, quand bien même l'enterrement de l'ANC, on en parle, ça fait plus de 10 ans. Mais bon, je ne sais pas si on l'enterre, elle ressuscite, comment ça se fait, et tout ça. Mais bon, nous sommes toujours là à être enterrés toutes les semaines, et tout ça, mais bon, l'enterrement continue toujours, elle ne finit jamais. Mais quand moi je me suis présenté, après tout ça, quand je me suis présenté le samedi dernier au siège du parti, mais on n'est pas à notre coup d'essai pour ce qui concerne ces genres de rencontres des samedis quand on a repris les activités, mais je crois que c'est la rencontre qui a eu le plus d'affluence depuis qu'on a commencé à organiser ces rencontres-là du samedi. Et donc je me suis dit, mais il y a beaucoup de gens qui ont été expulsés avant l'organisation de cette rencontre-là, mais il y a beaucoup de monde qui sont. Et donc, je répondais à votre question en disant, beaucoup partent, mais énormément viennent également. Il y a cette question qui doit normalement, ou qui automatiquement vient à l'esprit de tous les observateurs qui suivent la vie politique nationale. L'ANC, c'est 2010 et avec beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, est-ce que l'ANC appartient au passé ou ça reste un parti d'avenir? L'ANC fut dans le passé, elle a été créée en 2010, un passé récent, par lointain, créée dans des conditions que je ne vais pas rappeler. Hein. C'était dans des conditions de combat sous des gaz lacrymogènes et autres que l'ANC a été créée le 10 octobre 2010. Nous sommes en 2025. Aujourd'hui, elle a parcouru un chemin dans un landerneau politique fait de problèmes, de répression, de tracasseries de tout genre, de limitation des libertés, etc. et autres. Avec d'autres partis politiques de l'opposition qui subissent les mêmes choses, mais l'ANC en subit beaucoup plus puisqu'elle veut être au devant de la lutte, elle prend des risques, elle organise des choses, etc. et tout ça, et autres. Et donc, l'ANC, dans le passé, créée, l'ANC est dans le présent. Nous y sommes, nous faisons nos choix, nous avons assisté à des élections, nous avons décidé de boycotter l'Assemblée nationale parce que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont les choses se passent dans notre pays. Nous dénonçons une 5e république cavalièrement instaurée, imposée aux Togolais en violation de la constitution de notre pays, pas une Assemblée nationale aux ordres, et nous continuons le combat. En cours de route, des militants, des camarades ont décidé d'aller voir ailleurs parce que probablement ils sont fatigués par autant d'années de lutte et autres. Je l'ai dit,
tout à l'heure et tout ça. Bravo à eux. Nous continuons. C'est pour cela que nous disons que nous sommes dans l'avenir. Et donc, pour répondre à votre question, l'ANC fut dans le passé. Il a fallu qu'elle soit créée à un moment donné pour répondre à un problème, apporter comme solution à un problème qui s'est créé. Elle a poursuivi le combat. Elle a participé à des regroupements avec d'autres partis et politiques, le FRAG, le CST, la C14 et tout le reste. Elle poursuit son combat, elle poursuit sa politique, elle poursuit le combat pour lequel elle a été créée par des Togolaises et des Togolais qui ont choisi à un moment donné de se mettre ensemble pour unir leurs forces et apporter leur contribution à l'édification de l'état de droit dans notre pays. Mais est-ce que donc, je dirais que l'ANC, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tempêtes, de remous. Ça continue à y aller, mais ce n'est pas, à la limite, ça renforce la conviction. Et c'est maintenant que nous nous rendons compte de ceux qui font ce combat-là par conviction et ceux qui y sont arrivés par opportunisme et autres. Et donc, moi, tout ce qui arrive à l'ANC aujourd'hui, nous ne le prenons pas comme un malheur qui nous tombe dessus. Hein. Nous le prenons comme une prophétie, comme une volonté de Dieu de faire en sorte de tamiser la farine pour séparer les bons grains de l'ivraie. C'est comme ça que moi je vais résumer. Et donc, bon, l'ANC, un parti du présent et de l'avenir. Mais est-ce qu'elle n'est pas moins forte aujourd'hui? Non, mais moins forte par rapport à quoi? Est-ce que... Par rapport à sa capacité de mobilisation et par rapport à sa présence sur la scène politique. Vous étiez relativement nombreux à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, vous n'y êtes même plus à l'Assemblée nationale. Oui, nous n'y sommes plus. Pourquoi? Est-ce que c'est de notre propre volonté que nous ne le sommes pas? Est-ce que c'est parce que nos militants militent moins que nous ne le sommes pas? Est-ce que c'est parce que le peuple togolais ne veut plus de la démocratie, ne veut plus de liberté, ne veut plus le bien-être que nous ne le sommes pas? Non. Je crois que nous ne le sommes pas à cause d'un régime qui impose sa manière de voir les choses et qui trie aujourd'hui. Aujourd'hui, le régime crée ses propres opposants et autres, mais ceux qui lui posent des problèmes sur le banc à côté et traite avec d'autres personnes. C'est tout cela combiné qu'il faut mettre ensemble et juger de la capacité de l'ANC à faire. En tout cas, pour moi qui suis dans l'ANC, moi je sais que l'ANC n'a pas changé. Nous continuons toujours à nous battre dans une atmosphère très compliquée où on a tout fait au cours des ans pour limiter la liberté, notre liberté de manifester, notre liberté de nous organiser et d'exercer nos activités politiques comme nous le faisions dans le temps au moment où l'ANC a été créée. Au moment où l'ANC a été créée, vous vous rappelez, nous avions lutté, nous avons eu la loi Bojona. Entre-temps, sur les manifestations, nous avons organisé des manifestations pendant 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, avec cette loi-là qui a été tripatouillée et autres, nous avons la possibilité encore de manifester comme nous l'avions fait il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir faire cette manifestation-là comme nous le faisions dans le temps et tout ça? C'est peut-être ça aussi qui donne l'image d'une ANC qui n'a plus d'envergure aujourd'hui parce que, bon, on a créé des tests exprès pour nous empêcher d'accomplir comme ils le font nos activités. Est-ce que quelque part, les marches vous manquent? Bon, est-ce que les marches nous manquent? Ouais, je vais dire oui, parce que si le fait de les interdire, de limiter leur organisation nous pose problème. Parce que, vous savez, les partis politiques ont la possibilité d'exercer leurs activités de plusieurs manières. Les marches, ils font partie. Les conférences de presse, etc. et tout ça. Les tournées et autres et tout ça.
se font. Mais lorsque le pouvoir restreint ces libertés-là, et oui, ça nous pose problème et les marches nous manquent. Si vous estimez que le fait que nous n'arrivions plus à les faire comme nous le faisons avant résulte du fait que la loi qui l'organise a été transformée en une loi liberticide qui ne nous permet pas. Il y a aussi que nous n'avons pas les moyens qu'il faut, puisque vous savez, organiser un parti politique, faire les activités politiques et tout ça regarde aussi les finances du parti. Bon, si nous n'avons pas, et le parti au pouvoir fait en sorte de nous asphyxier financièrement et autres, ben, il n'y a que si nous n'avons pas les moyens, par exemple, de faire une tournée. Vous savez, je suis venu dans vos studios ici et je vous avais dit que faire une tournée, nous en avons fait plusieurs dans le temps, faire une tournée dans la région des plateaux pendant 10 jours nous coûte la bagatelle de 12 à 15 millions de francs, par exemple. Ça c'est aussi ce que les Togolais qui dénoncent le fait que l'ANC ne soit plus aussi virulente qu'elle était au début ne voient pas aussi. C'est que faire une tournée, ça nous coûte 12 à 15 millions. Bon, aujourd'hui, dans l'état dans lequel nous sommes financièrement, est-ce que nous pouvons faire 5 tournées annuelles? Pas seulement dans la région des plateaux, il faut faire les 5 régions du Togo. Parce que ces tournées-là, nous ne les faisons pas seulement, je donne la région des plateaux parce que c'est ma région, c'est là où j'exerce beaucoup, donc je connais le montant que ça coûte en tête. Mais ça coûte plus lorsque nous allons faire une tournée dans la région des Savanes, ça coûte plus lorsque nous allons faire une tournée dans la région. Il y a ça aussi. Et donc, c'est les facteurs, plusieurs facteurs mis ensemble qui font que l'ANC n'est plus aussi, comment on va dire, plus présente, plus virulente, plus expressive qu'elle ne le fut au moment où elle a été créée en 2010 et tout ça, parce que les circonstances, l'atmosphère et tout le reste ne sont plus les mêmes. Si vous imputez une partie de vos difficultés au parti au pouvoir, à cette allure, est-ce que vous ne craignez pas d'être définitivement éteinte si le pouvoir ne continue pas à vous asphyxier? Non, mais si nous devons nous éteindre à cause des difficultés du pouvoir, nous aurions pu, par exemple, rentrer dans les rangs, comme les rebelles olympiques et tout le reste qui, fatigués, bon, ont changé, entre guillemets, de paradigme. Nous aurions pu le faire. Ou bien, nous aurions pu déposer le tablier et tout ça et aller nous occuper d'élever nos poussins et faire nos activités de tous les jours. Mais nous ne le faisons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les difficultés, nous continuons et nous comptons continuer. Jusqu'à, je vous l'ai dit tout à l'heure, que lorsque nous nous sommes mis ensemble pour créer l'ANC, nous avons des objectifs à atteindre. Dans nos statuts et tout ça, ces objectifs-là sont bien déclinés. Et nous sommes partis du fait que lorsque nous n'aurions pas atteint ces objectifs-là, nous ne cesserons pas. Et donc, le parti au pouvoir use de son pouvoir d'avoir entre ses mains seules les rênes de ce pays, nous fait des misères et autres. Mais la lutte aussi, elle consiste à résister à ces misères-là que le parti au pouvoir nous fait. Et nous y sommes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à notre compte défendant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça durera le temps que ça durera, mais nous continuerons. Bien, merci Isabelle Megan, comme c'est de tradition. Je rappelle nos contacts 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Un premier auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, allô? Oui, on vous appelle comment? Oui, Pelé, parlez un peu plus fort, Pelé, s'il vous plaît. Allô, Pelé? Oui? Non, Pelé, vous savez ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut augmenter un peu pour Pelé? Pelé, allez-y. Oui, je vous salue. Bonjour, monsieur.
courage. Je pense qu'il faut aussi cultiver tout tant que nous sommes dans une dictature. Avec une dictature de 60 ans, ce n'est pas facile pour être au présent tout au bout. Félicitations pour ça. Dans un parti politique, je pense qu'il y a une limite qu'il faut respecter. Tous les militants qui ne vont pas respecter les limites, il y a la difficulté du parti. Quand quelqu'un est dans un parti pour respecter les lignes, point barre. Maintenant, la question importante pour moi, c'est de savoir, est-ce que à la CENI, dont vous avez demandé à M. Jean-Jacques Teko de quitter, est-ce que vous avez passé la procédure idéale? Je ne sais pas s'il y a d'autres qui est, avant d'aller à la CENI, de tomber à la CENI, vous avez passé à l'Assemblée, de l'Assemblée à la Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle à la CENI, et à la CENI, et à la CENI. Est-ce que les procédures ont été faites? Ou est-ce qu'il n'a pas été fait? Il y a d'autres procédures qui ont été faites et que le régime s'apprête de respecter. Merci. Bien, merci Pelé pour la question portant sur la présence de Jean-Jacques Teko à la CENI. Oui, non mais c'est simple hein, de répondre à cette question-là. Le mandat de la CENI actuelle, voilà pourquoi tout ce processus-là ne nous intéresse aucunement, est arrivé à son terme depuis. Et donc, en principe, un courrier devait être envoyé aux partis politiques pour qu'ils présentent leurs membres ou confirment leurs membres, les membres qui les représentent à la CENI. Et c'est une fois que ces membres-là sont envoyés que passe à l'Assemblée nationale pour recevoir le quitus de l'Assemblée nationale, donc avant de continuer leur travail. Et donc, M. Jean-Jacques Teko, qui a été le représentant de l'ALC à la CENI, son mandat est arrivé à expiration depuis, mais la CENI n'a pas adressé de courrier demandant à l'ALC de présenter de nouveaux cas, ni à aucun autre parti politique, je crois, qui sont représentés à l'Assemblée nationale pour que cette CENI-là soit renouvelée. Et donc, ça n'est pas à nous de faire la procédure. Ce n'est pas le parti politique qui envoie ses représentants qui fait la procédure de retrait ou de nomination d'un nouveau membre. Mais c'est la CENI en renouvelant ces membres-là, lorsque leur mandat est arrivé à expiration, qui fait la demande, l'appel à candidature au niveau des partis qui sont cooptés pour représenter et pour envoyer leurs représentants à la CENI de le faire. Ça n'a pas été fait. Et donc, c'est une CENI dont le mandat est arrivé à expiration depuis qui évolue. Et M. Jean-Jacques Teko a continué à évoluer là-dedans, malgré la lettre que le parti lui a envoyée, lui demandant expressément de se retirer. Est-ce qu'on peut dire, en conclusion, par exemple, sur le cas Jean-Jacques Teko, que c'est en voie d'être fini entre Jean-Jacques Teko et son parti, l'ANC? En voie d'être fini? C'est fini, c'est fini. Monsieur Jean-Jacques Teko est exclu. Bien. Allô? Bonjour, M. Oui, votre nom? Oui, Frédéric, allez-y. Salut, madame. Bonjour. C'était difficile l'antenne avec un Robert Onisio que vous avez décidé à ne recruter aucune élection. Ça a poussé à se présenter au sénatorial. Et il a même demandé de faire la politique autrement au sein du parti. Est-ce que c'est la réalité ou bien c'est sa manière de voir les choses avant de quitter? Merci, bonne question. Bien, merci, madame. Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes un parti politique, pas une épicerie. Et lorsque, dans une circonstance bien déterminée, nous prenons une décision qui est valable dans la circonscription, dans la circonstance, mais il n'est pas dit qu'en cours de marche, nous sommes dans une lutte contre un régime autoritaire. M. Pelé l'a dit tout à l'heure que nous sommes dans une dictature. Et qu'en cours de route, lorsque les circonstances évoluent et autres là,
rien ne nous impose de ne pas évoluer, rien ne nous impose de rester dans le statu quo et autres. Si à un moment donné, nous avons dit, parce que nous avons boycotté dès les élections, et nous nous sommes rendus compte après que ça nous a posé des problèmes, et nous avons dit que nous ne boycotterons plus. Dans une autre circonstance, s'il s'avère que nous pouvons boycotter parce que tel et tout ça, parce que les résultats qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux en ce qui concerne ces sénatoriales-là continuent à nous donner raison par rapport au choix que nous avons fait de boycotter l'Assemblée nationale après les législatives de la dernière fois. Et donc, si nous avons décidé cette fois-ci de boycotter, ben, je ne vois pas où il est écrit qu'un parti politique qui prend une décision ne peut pas changer. D'ailleurs, M. Robert Olympio lui-même, il dit qu'il faut changer de paradigme. Ça veut dire qu'il trouve que nous avions une position avant qui n'est plus confortable pour lui et qu'il faut changer cette... Donc, voilà ce que moi je peux dire en ce qui concerne ce que M. Robert Olympio dit. C'est ceux qui ont dit qu'on ne boycottera plus les élections. C'est ces mêmes personnes qui disent aujourd'hui qu'il faut les boycotter compte tenu des circonstances que nous avons bien expliquées dans les instants, auprès des instances du parti. Donc, le comité politique, on en a débattu, le bureau national, on en a débattu, on en a parlé dans les fédérations et autres, et pour arriver à la conclusion qu'il faut aller sur cette ligne-là, qui peut-être est contraire de la ligne que nous avions définie il y a en 2018 ou en 2017, je ne sais plus, qui n'est plus la même, qui ne se retrouve pas dans les mêmes circonstances que ce qui s'est passé en 2017 lorsque nous avions décidé de prendre cette décision-là. Et donc, bon, moi, je ne crois pas que le fait de dire que nous ne boycotterons plus et tout ça et autres, qui pousse le parti au pouvoir à faire des misères parce que, soit disant que dans tous les cas, quel que soit ce que nous ferons, ils ne boycotteront pas, ils nous accompagneront, nous allons distribuer à toutes les positions dans son ensemble 5 sièges parce qu'il paraît que pour les sénatoriales aussi, c'est encore 5 sièges comme à l'Assemblée nationale qu'on aurait distribué un à un avec, bon, je ne sais pas moi, un parti qui aurait eu 2 et puis les autres 1. C'est ce que j'apprends, hein, et autres là. Comme pour l'Assemblée nationale, bon, le chiffre 5 est devenu tabou pour ce qui concerne l'opposition maintenant. Et donc, bon, voilà ce que moi... On a compris, madame, mais la question que tout le monde se pose, les observateurs de la scène politique, c'est, vous dites, vous boycottez l'Assemblée nationale, vous boycottez le Sénat, les prochaines élections vont concerner les mairies, il va y avoir des élections communales. Est-ce que vous les boycotterez aussi ou vous déciderez en ce moment-là de l'attitude à adopter? Je ne vois pas le rapport, comme l'a dit quelqu'un. Je ne vois pas le rapport. Pourquoi? Parce que, vous savez, les régionales, les sénatoriales et autres, qu'on est en train d'organiser aujourd'hui, sont des élections qui sont organisées, des artifices pour asseoir la nébuleuse appelée 5e République. Que nous combattons. Et la constitution, la nouvelle constitution que on a imposée aux Togolais, aux forceps, que nous combattons et autres. Et c'est surtout cela que nous disons que nous ne serons pas complices de l'assise ou de l'ancrage de cette 5e République-là qui, pour nous, reste et demeure une nébuleuse. Et la mairie, les locales sont organisées par la loi sur la décentralisation de 2019. Et c'est sur cette base-là que nous sommes allés au local en 2019. Le mandat des élus locaux arrive à expiration cette année, 2025, et lorsque il arrivera le moment de renouveler les instances-là, le peuple togolais saura au moment opportun si l'ANC va y aller ou ne va pas y aller. Seulement, ce que je veux dire, c'est que, j'ai dit tout à l'heure, je ne vois pas le rapport, c'est que je ne veux pas qu'on mélange les élections locales ensemble avec les sénatoriales et les régionales, telles qu'on l'a fait dans les conditions qu'on l'a fait tout à l'heure. Allô? Oui, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Oui, on vous écoute.
Salut Isabelle Anonali, maître Isabelle Anonali. Bonjour. La famille vivement pour la lutte qui mène au sein de leur parti. Ça, il n'y a pas de débat. Quand quelqu'un ne veut pas respecter la discipline, les règles dans un parti, on doit l'écarter pour le moment. Si en cours de route, la personne fait nous dit que vraiment je n'ai pas bien fait, si elle veut revenir, elle peut revenir. Ça c'est bien. Maintenant, pour eux, aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que le climat politique est. Et à voir que eux aujourd'hui disent qu'ils ne vont plus s'associer avec qui que ce soit, comme tout ça mélanger, les travées, les poivrons, ils ont le truc la chose, je n'arrive pas, comme c'est un truc que je n'aime pas, je ne l'ai pas assimilé. Est-ce qu'ils pensent que la lutte là, comme ils le disent, qu'ils ne vont plus faire, ils ne vont plus faire cela. Il y a 14 ans, ils sont là. Disons, on est en 15e année, ils sont là. Est-ce que ce qu'ils ont décidé comme ligne politique, est-ce que ça donne quelque chose au Togolais ou pas? Moi, je ne dis pas qu'ils ont tort. Ça, moi, je sais, quelqu'un qui a tort, c'est le pouvoir. Est-ce que nous, on doit faire quelque chose pour donner l'impression qu'on est en train de leur donner aval? Voilà, c'est ce que je vais lui poser comme question. Merci. Bien, merci. J'allais reposer une question en disant, est-ce que le monsieur ne croit pas que nous avons suffisamment, nous avons au niveau de la LC énormément fait pour ce qui concerne, il est en train de parler de l'union là, que nous n'allons plus, nous avons dit que nous n'allons plus collaborer avec d'autres partis, nous allons aller seuls, etc. Et tout ça. Tout à l'heure, en arrivant, je regardais un peu, je naviguais sur les réseaux sociaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et bon, les gens ont commencé à donner les tendances justement des sénatoriales. Et là-dedans, j'ai vu par exemple un parti comme le Togo Autrement, j'ai vu Adi, qui apparemment aurait eu un sénateur, ainsi de suite. J'ai suivi la semaine dernière aussi les problèmes qu'il y a eu entre la DMP, je crois, la DMP ou la DMK, je crois que c'est la DMP, où certains ont décidé de boycotter les sénatoriales, ou d'autres ont décidé d'y participer. Alors, je me suis, la semaine dernière, j'ai souri un peu, et j'ai dit, tu es avec nous à l'ANC. Qui nous a suggéré, soufflé à l'oreille, de rester seuls pour le moment. Sinon, nous nous serions mis ensemble et devant ces échéances-là qui pour nous constituent, c'est-à-dire la position à prendre pour ces sénatoriales-là, à l'aune de l'ancrage de la 5e République, qui constitue pour nous un moment déterminant. Nous serions au sein de l'opposition à nous bagarrer entre nous, là, dans un club, pour dire qu'il y a certains qui veulent aller, d'autres qui ne veulent pas aller, etc. Et nous ne serons pas entendus. Aujourd'hui, je dis que c'est le peuple togolais qui reste et demeure l'arbitre, et qui doit demeurer l'arbitre de tous les partis politiques, et même de la société civile aussi, qui est dans le combat, pour savoir qui fait bien et qui ne fait pas bien et décider de son choix. Ce n'est pas de mettre ensemble tout le monde, quand bien même nous ne nous entendons pas, nous n'avons pas les mêmes lignes, nous n'avons pas la même chose, comme pour créer, je l'ai toujours dit, comme pour créer un parti unique de l'opposition sur les décisions ultimes que nous devons prendre. Aller à ces élections sénatoriales ou ne pas y aller est une décision très politique, très compliquée, très importante, qu'il faut que chaque parti politique individuellement prenne. Et le fait que
on ait laissé chacun et que nous ne soyons pas regroupés et autres là, approuvés aujourd'hui. Et c'est au peuple togolais de décider de qui a fait le bon choix de participer ou n'a pas fait le bon choix de ne pas participer. Et donc, voilà ce que moi, je peux dire. Et j'ajouterai à ça que ce n'est pas que nous n'avons pas essayé. Hein. Nous l'avons fait. Tout à l'heure, à la réponse à une question, j'ai cité les regroupements auxquels nous avons participé. Et l'ANC n'a jamais manqué de participer à aucun de ces regroupements-là. Du FRAC, en passant par le CST, la C14 et tout. Nous y étions et nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. Et c'est à l'aune de ce que nous avons vu, ce que nous avons subi, dont l'apothéose a été couronnée en 2020, que nous avons aujourd'hui décidé de regarder et de voir. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en contact avec beaucoup de partis politiques de l'opposition. Vous avez vu la dernière fois, le 13 janvier dernier, vous avez vu que c'est ensemble avec certains partis politiques et des regroupements de la société civile que nous avons célébré la mémoire du père de l'indépendance de la nation togolaise qu'est Sylvanus Olympio. Nous avons participé ensemble à la messe commémorative, nous avons participé ensemble au pèlerinage qui a été fait sur sa tombe, et ce n'est pas que ça que nous faisons. Et donc, il arrivera le moment opportun où, s'il est nécessaire que nous arrivions là, que nous y arrivions. Bien, mais ce n'est pas au forceps. Parce que c'est un parti politique. On a compris, madame. Voilà. On a compris. On a compris, mais revenons sur cette histoire, tout ce débat qu'il y a eu autour de la désignation du père de l'indépendant, du père de la nation togolaise. Il y a eu beaucoup de débats. Est-ce que c'est important ce débat? Ah oui, non, mais c'est important. C'est-à-dire que, vous savez, dans ce pays, il ne faut pas dire... C'est comme la fois où j'étais venu ici, on dit la commune du Golfe 4 a fait comment on avait appelé ça, on a dénommé des rues. Ouais. Adressage. Adressage, voilà, on a fait l'adressage des rues et les gens se grousaient en disant mais est-ce que c'est ça qui est le plus important et tout ça. Je vous avais expliqué à l'époque que ce n'est pas tout ce qu'il faut manger, tout ça là qui est important. L'homme ne vit pas seulement de pain et d'eau, mais de la vérité, de l'histoire également. Et donc, ce débat autour du père de l'indépendant, du père de la nation, est un débat très déterminant pour l'histoire véridique de notre pays. Et donc, moi je dis, au moment où ce débat-là se faisait, il était important qu'on le fasse aussi, parce que notre pays souffre de mensonges, souffre de torsion du coup de l'histoire, qu'on transforme, à qui on donne des directions qui ne sont pas les vraies directions, que cette histoire-là, on a subi ça sous le parti unique. Eh bien, on ne peut pas rester indifférent lorsque ces genres de débats décisifs pour l'histoire de notre pays se font là. On ne peut pas rester. Et donc, je dis, c'est même très important par rapport à la période que nous sommes en train de transformer. Surtout pour les générations, les jeunes qui n'ont pas vécu la période des indépendances et autres, qui sachent d'où nous venons. Et comme ça, ils seront à bon point où nous devons aller pour que ce pays-là aille bien. Si nous tordons le cou à l'histoire, parce que père de l'indépendance, père de la nation, vous ne pouvez pas faire de quelqu'un qui n'était même pas présent dans le pays au moment où les choses se passaient et qui faisait subir à d'autres nationalistes en Algérie les affres que d'autres vous faisaient subir ici. Vous ne pouvez pas faire de celui-là le père de la nation togolaise, surtout qu'il revendique avoir
avoir lui-même revendiqué la paternité de l'assassinat de celui qui a combattu. C'est noté, madame. On retourne au téléphone. Allô, bonjour. Allô, c'est Frédéric? Oui, Frédéric. Ok, Frédéric, allez-y rapidement. Non, mais en fait, Frédéric, ici, c'est pas Madame Adiamago. Est-ce qu'ils vont accepter de participer à l'élection locale 2026? Avec quel régime ils vont participer? La deuxième, ensuite pour sur la coopération de cette pays d'Assemblée qui sont établis depuis une année. Quelle est votre Quoi? Bien, c'est noté, en fait, la célébration des 20 ans du général Adema. Le programme officiel dit que cette célébration va être étendue sur toute l'année. En réalité, c'est ça le sens de la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier qui couvre toute l'année? C'est vrai aussi qu'on n'a pas encore le calendrier. Ah oui, non, mais moi la même chose que je pense de tout le folklore que bon, on est en train de faire là aujourd'hui pour dire. Et ce que je vais dire de très sérieux là-dessus, vous savez, en 2025, lorsque Monsieur Eyadema était décédé, ou nuitamment le jour-là même, il y avait eu le coup d'État militaire d'abord, et puis ensuite suivi du coup d'État constitutionnel fait à l'Assemblée nationale et autres. Et dans les moments qui ont suivi, il y a eu beaucoup de discours dont je noterai précisément deux. L'un de monsieur, pas un discours de monsieur Trimois, il avait été reçu, je crois, sur un plateau où il avait déclaré, lorsqu'on lui posait la question sur la venue peut-être rocambolesque de monsieur Faure Gnassingbé au pouvoir, il disait que non, que il a dû faire ainsi parce que il a hérité d'un pays exsangue, etc., avec beaucoup de problèmes et autres et tout ça. Ce qui fait que M. Trimois reconnaît que la gestion du pays par le père de M. Faure Gnassingbé a été problématique. Et donc, M. Faure Gnassingbé aurait hérité d'un pays. Et ce que nous disons, hein, nous de l'opposition, à l'époque, à M. Eyadema, nous avons dit hein, que le pays était mal géré, il y avait des problèmes et tout ça. Toutes choses que nous dénoncions à l'époque et autres, pendant que M. Trimois et les autres étaient aux côtés hein, de M. Gnassingbé, gouvernaient le pays de la manière qu'il dénonce, pas après, lorsque M. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir. Il y a eu ça. Et puis ensuite, il y a eu un discours, je ne sais pas, une interview de M. Faure Gnassingbé où il disait, oui, que bon, le pays avait été géré, c'est vrai, il y a eu beaucoup de problèmes, enfin, des erreurs qui ont été faites, etc. et tout ça, et que, bon, son père a fait de son mieux, que lui aussi, il vient au pouvoir aujourd'hui, il va gouverner le pays avec d'autres moyens parce que ce n'est plus les mêmes époques, les choses ont changé et que son père c'est son père et lui c'est lui et moi c'est moi. Voilà ce que à peu près, hein, grosso modo, je ne le cite pas, je paraphrase un peu, je dis un peu ce qui ressort de ce qu'il a dit. Mais la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, entre le pays exsangue, avec beaucoup de problèmes, et autres, dont a hérité M. Faure Gnassingbé au décès de son père en 2005, et le Togo que nous avons aujourd'hui en 2025, où se trouve la différence? Où se trouve la différence en matière sociale, en matière économique, en matière culturelle? Je le dis, en matière culturelle, c'est très important aussi. Moi, je retrouve les mêmes choses qui se sont aggravées d'ailleurs ces derniers temps par le fait qu'on ressuscite même les pratiques du parti RPT, parti unique, parti État à l'époque, notamment bon, l'animation n'est plus revenue, hein, l'animation politique là où on danse et tout ça, bon, à la faveur du dictateur et tout ça, c'est pas complètement revenu, mais ça revient encore, où on fait sortir les élèves
lorsque le chef de l'État arrive, on fait sortir les élèves en jour ouvrable des salles de classe pour aller l'accueillir, etc. Et tout ça, où on célèbre, on fait du 20e anniversaire du décès d'un chef d'État une fête nationale qui va durer une année et autres. Quelle est la différence entre ce pouvoir qu'on avait qualifié de problématique, qui a laissé des problèmes par rapport à ce qu'on voulait renouveler en faisant ce coup, en justifiant le coup d'État là qui s'est passé. En gros, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais vous êtes je ne peux pas être d'accord parce que les faits sont là, parlent d'eux-mêmes. Moi, je veux qu'on me montre quelle est la différence entre ce qui se faisait avant et ce qui se fait aujourd'hui. C'est noté, madame. Nous allons revenir sur une parenthèse que vous avez ouverte entre-temps et je pense qu'il faudrait revenir un peu sur cette parenthèse quand vous évoquiez tantôt Gilles-Christ Olympio à l'Union des forces de changement et les années 2010. Nous avons reçu ici récemment un acteur politique qui évoquait des contacts secrets entre une délégation de l'Union des forces de changement et une délégation du RPT. Il parle du 5-5, que des rencontres ont eu lieu à Lomé pour que le pouvoir et l'opposition d'une certaine manière puissent s'entendre. Est-ce que par exemple, ces contacts, est-ce qu'ils ont eu lieu effectivement? Et si éventuellement vous en savez quelque chose? Les contacts ont eu lieu entre qui? Entre l'ANC et l'UFC? Entre l'UFC, puisque vous étiez à l'UFC à cette époque-là, et je parle des années avant 2010. Oui. Quand vous évoquez Gilles Olympio, oui, des discussions secrètes qui avaient eu lieu. En fait, c'est un acteur politique qui faisait la confidence ici il y a quelques semaines. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu des contacts entre l'UFC, une délégation de l'UFC? Au moment où vous étiez encore à l'UFC? Au moment où nous étions avec 5 représentants du RPT, 5 représentants de l'Union des forces de changement. Je sais pas si... Oui, mais au moment où nous étions à l'UFC, il y a eu beaucoup de rencontres avec le parti au pouvoir. Il y en a eu sous l'égide de Saint-Egidio, il y en a eu ici à Lomé, au niveau de l'UFC, UFC CAR et CDR à l'époque. Il y en a eu avec UFC et le parti au pouvoir. Il y a eu plein de rencontres, mais ce que moi je relève, c'est que ces rencontres n'ont jamais abouti à quelque chose de vraiment palpable, sauf celle que M. Gilles-Christ Olympio a menée seul en France avec le parti au pouvoir, qui a généré l'accord qu'il a signé unilatéralement avec le RPT, et qui a amené les problèmes au sein de l'UFC et qui nous a poussé, nous, à être rejetés donc de l'UFC, à créer l'ANC. Donc, bon, il y a eu beaucoup de rencontres, énormément de rencontres. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont discuté? Notamment entre les délégations du pouvoir RPT et l'Union des forces de changement. Je ne sais pas si vous faisiez partie de la délégation de l'UFC à cette époque, puisque l'acteur en question n'a pas voulu donner le nom de ceux qui représentaient l'UFC à cette époque. Ben, j'en ai participé probablement à certains, parce que, vous savez, lorsqu'on forme les délégations, moi je ne peux pas me rappeler, il y en avait tellement, je ne vais pas me rappeler de la rencontre dont on parle précisément, dont parlait votre interlocuteur précisément, mais j'en ai participé à certains, j'en ai pas participé à d'autres et autres. Et donc, ce qui se disait là-bas, et ces rencontres-là, est-ce que c'était secret? Moi, je ne le crois pas. C'est des rencontres qui se faisaient sur la base de la loi qu'on a votée là, sur le statut de l'opposition, qui permet à ce que le parti au pouvoir, vous avez M. Jean-Pierre Fabre, quand on a créé l'ANC, a rencontré M. Faure Gnassingbé à deux ou trois reprises. Il lui a écrit à plusieurs reprises pour demander à le rencontrer, pour discuter des problèmes du pays et tout ça. Je ne crois pas que, contrairement à ce qui se mijote dans la tête des gens qui disent ça, c'est que, bon, lorsque vous faites ce genre de rencontres, c'est pour aller chercher des valises, c'est pour aller se partager 30 millions et autres et tout ça. Bon, des assertions complètement ridicules dont certains Togolais sont friands. Je crois que c'est ça qui se retrouve dans la tête des gens lorsqu'ils parlent de ces rencontres-là. Sinon, ben, c'est des rencontres sérieuses qui a eu lieu entre le parti au pouvoir et autres, mais desquelles nous avons tiré la conclusion que
il n'y a rien à attendre de ce régime-là qui, lorsqu'il fait des promesses, il ne les tient pas. Mais c'est au cours de rencontres qui a eu lieu entre le parti au pouvoir que l'APG est sorti et autres. Donc, bon, le problème, ce n'est pas les rencontres qu'il y a eu avec le parti au pouvoir, enfin l'opposition a eu avec le parti au pouvoir. Le problème, c'est ce que l'on retire de ces rencontres-là. Est-ce que ces rencontres-là ont pu donner lieu à quelque chose de potable et de significatif pour l'évolution de la politique dans notre pays? La réponse, elle est négative. La preuve, nous retombons en faisant peut-être semblant de ne pas les savoir. Nous sommes en train de retomber dans un parti unique où unis se retrouvent seul à l'Assemblée, seul dans les régions, seul dans le Sénat, hein, dans le nouveau Sénat et autres, seul au gouvernement, seul à exercer le pouvoir exécutif, seul à exercer le pouvoir législatif et probablement seul à exercer le pouvoir judiciaire également. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, ce n'est pas de dire est-ce que vous avez rencontré, etc. Tout ça. Oui, l'opposition a rencontré le parti au pouvoir dans plusieurs dialogues, des fois même sous l'égide des chefs d'État du Ghana, de la Guinée, etc. Madame, on va fermer la parenthèse. On va fermer la parenthèse. Rien n'est sorti. Pour revenir dans le présent, puisque il est certain qu'au moment où nous faisons cette émission, certains Togolais n'ont pas la capacité de nous écouter parce que soit ils n'ont pas la possibilité d'avoir du courant chez eux, ils n'ont pas d'autres alternatives. Depuis quelque temps, le délestage est revenu en force à Lomé, madame. Quelle étude faites-vous de ce nouveau délestage? Comme tous les Togolais, c'est une véritable catastrophe parce que vous l'avez dit tout à l'heure, moi, j'ai passé une nuit blanche aujourd'hui. Hein, il n'y avait pas le courant, il fait excessivement chaud. Nous sommes au mois de février. Et tout le monde sait que les mois de février, mars, là, c'est véritablement la canicule et autres. C'est pour ça que j'ai adoré votre éditorial tout à l'heure. Lorsque vous avez considéré 60 ans de règne, on va l'appeler ainsi, de règne d'un même clan, hein, d'un même clan pour aboutir à ces problèmes-là, et qu'on trouve que la résolution de ce problème-là, c'est de mettre en place un Sénat, c'est d'organiser des élections inutiles, budgétivores et autres, plutôt que de régler les problèmes qui se posent aux Togolais. Nous disons c'est dommage. Il faut que les Togolais comprennent que toutes ces choses-là sont faites pour détourner leur attention de l'essentiel, de ce qui les concerne. Et cette crise énergétique, bon, il paraît qu'on donne les raisons que c'est des pannes qui sont arrivées et autres. Bon, tout ça là, prend toujours des Togolais pour des dupes, puisque ces délestages-là, on les a toujours connus dans ce mois de février où la chaleur est forte et autres. Et chaque année, ça arrive, et que pendant plus de 60 ans, qu'on ne puisse pas trouver une solution pérenne à ce problème, c'est la faillite de l'État. Et puis, ce n'est pas seulement une situation purement togolaise, puisqu'on sait très bien qu'au-delà du Togo, plusieurs pays africains vivent la même situation. Quand j'évoquais les 60 ans après les indépendances, c'est quand même curieux que sur ce continent, on n'a pas eu le génie d'avoir suffisamment d'électricité pour une grande majorité d'Africains. C'est curieux. Vous parlez de faillite du Togo, mais ce n'est pas que le Togo, c'est plusieurs pays africains. Oui, plusieurs pays africains. Bon, les pays africains m'intéressent, mais c'est le Togo qui m'intéresse le plus. Et donc, moi, quand il y a un problème qui se pose, je voudrais que nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres. Je crois que nous avons le génie, hein, le génie togolais qui peut nous pousser à faire mieux que les autres, et à poser des jalons que les autres pourraient venir
copier chez nous. Ce n'est pas seulement de faire le premier coup d'état sanglant de l'histoire et tout ça, en tuant un assassinat Sylvanus Olympio. Ce n'est pas le fait de faire le changement politique à la suite du décès d'un président de la République en remplaçant le père par le fils, etc. Ce n'est pas ces, comment dire, ces leçons-là que les autres doivent copier chez nous parce que ce n'est pas de bonnes leçons. Moi, ce que je souhaite, c'est que, par exemple, le Togo trouve une solution définitive, pérenne à la crise énergétique au Togo. Et que le Ghana puisse venir copier le génie togolais en la matière, que le Bénin puisse venir copier le génie en la matière, que le Burkina Faso, qui est un pays qui n'a pas vu sur la mer, mais qui cultive du haricot vert, des tomates et des cerises que le Burkina exporte au Togo, puisse venir et nous copier notre génie aussi. Pas que nous, les Togolais, nous copions toujours le génie des autres et tout ça, qui ont moins de chance et moins de potentialité que nous. C'est en cela que moi je dis que la crise énergétique, moi, elle m'intéresse, son règlement à la togolaise m'intéresse 60 ans après, avant que je ne puisse parler d'une crise africaine, etc. et autres. Nous avons suffisamment de génie au Togo pour pouvoir régler ce problème-là à 60 ans. Si on veut se maintenir, le même temps veut se maintenir au pouvoir pendant 60 ans, sans possibilité d'alternance possible, il doit avoir le courage d'assumer ses responsabilités qui consistent à dire que 60 ans de règne, c'est notoirement suffisant pour régler. Vous savez, madame, ce qui m'a intéressé dans votre réponse que vous êtes en train de finir là, c'est votre propre expérience. Quand vous avez dit que cette nuit, vous avez eu une nuit blanche. Ouais. La question qu'on peut se poser, c'est quand ces choses arrivent au bois vert, qu'en sera-t-il pour les bois secs? Parce qu'on peut estimer que vous, en tant qu'avocat, premier adjoint au maire de Golfe 4 et puis vice-président de l'ANC, et si vous en souffrez autant, les pauvres Togolais qui n'ont pas le même statut que vous, comment vivent-ils cette situation? Oui, mais je suis quand bien même avocat, maire, tout ça, ce que vous voulez, je suis togolaise. Hein. Je suis togolaise, je vis les mêmes choses. Quand on coupe le courant, on ne le laisse pas marcher, travailler, enfin, le courant marcher dans ma maison. À moi, hein, c'est la ligne de mon quartier, toute la ligne de mon quartier qui a été coupée, je crois, aux alentours de 17 h et qui a été remis à minuit pour être coupé une heure ou 2 heures de temps après, et jusqu'à ce petit matin, à Niconakwe. Et donc, jusqu'au petit matin, avec cette chaleur et tout ça, je vous dis en passant, moi, je n'ai pas de groupe électrogène chez moi. Je ne supporte pas le bruit et tout le reste. Donc, vous avez la capacité d'en acheter quand même? Oui, mais je n'ai pas de groupe électrogène chez moi. Et donc, j'ai souffert de... C'est peut-être cela aussi qui vous amène à être plus proche de la population. Vous savez, quand vous ne souffrez pas les mêmes difficultés, vous ne partagez pas les mêmes difficultés avec la population, vous ne pouvez pas savoir. Ceux qui dirigent ce pays, je suis sûr qu'ils ont chez eux leur climatiseur, tout ça. Dès qu'on coupe le groupe prend le relais et tout ça. Je ne suis pas sûr qu'ils se sont rendus compte même que le courant a été coupé toute cette nuit au Togo. Voilà pourquoi, voilà l'une des raisons peut-être pour lesquelles le problème de la crise énergétique n'est pas réglé comme il doit l'être par les Togolais, pour les Togolais. Madame, je voudrais vous remercier d'être venue, parce qu'on me fait signe que notre temps est bien fini. Je vous donne 5 secondes pour la conclusion. D'abord, vous remercier, vous féliciter pour le travail que vous faites. Vous recommandez beaucoup de courage et autres. Pour le peuple togolais, juste un mot. La lutte vient de commencer. Merci, Maître Isabelle Amegambi. Je rappelle que vous êtes
vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement, ANC. L'émission va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Fritas pour la mise en œuvre technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Le prochain rendez-vous dès 12 et dimanche prochain à partir de midi. Au revoir.